À Abidjan, comme dans plusieurs capitales africaines, la révélation d'une chaîne étrangère sur la vente des migrants noirs sur les marchés d'esclaves en Libye a soulevé une vague d'indignation. Dans la commune de Port-Bouët à Abidjan, certains vont même jusqu'à dénoncer la passivité des dirigeants africains face à ce qu'ils qualifient de drame humain. Nos dirigeants africains sont complices de ce qui est en train de se passer en Libye. Nos responsables africains sont tous coupables de ce qui est en train de se passer en Libye. Je me rappelle, comme c'était hier, vous vous souvenez de Charlie Hebdo en France. Un 20 novembre 2015, j'ai vu les députés ivoiriens en train de marcher au plateau parce que des Français sont morts. Ah, honte! Des Ivoiriens, des Africains sont en train de mourir en Libye. Où sont nos députés? La nuit tombe sur la capitale économique ivoirienne. Dans le même quartier de Port-Bouët se trouve l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il est 19h10, heure locale. Le Boeing 737 de la compagnie libyenne Baraka se pose sur le tarmac de l'aéroport de Port-Bouët. À son bord, 155 migrants ivoiriens. 2 jours plus tard, 166 migrants retrouvent à leur tour le sol ivoirien. En espace de 2 ans, ce sont environ 1300 migrants ivoiriens en situation de détresse dans plusieurs pays du monde, notamment au Gabon, en Angola et en Libye, qui ont bénéficié du soutien des autorités ivoiriennes pour regagner la Côte d'Ivoire. La dernière opération en Libye a été conjointement menée par le gouvernement ivoirien, l'Union européenne et l'OIM, l'Organisation internationale de la migration. Diane fait partie de ces miraculés, sauvés des marchands d'esclaves de Libye, devenu un enfer sur terre après la mort de Muammar Kadhafi. C'est parce que je n'avais rien à faire ici que je suis allée en Tunisie pour aller me chercher. Je ne faisais rien. C'est pourquoi je suis allée. J'ai 4 enfants. Leur papa ne vit pas. C'est comme ça que je suis allée me chercher. Ils se considèrent tous comme des naufragés. Pour éviter d'être stigmatisés, certains ont choisi de cacher leur visage, aveuglés par la quête de l'Eldorado qui finalement, pour la plupart, auront compris qu'ils se trouvent en Côte d'Ivoire. La situation est tellement difficile, elle est complètement difficile, parce que nous rentrons avec les larmes dans les yeux, parce que la façon dont les Libyens traitent certaines personnes, on dirait les moutons. Une semaine après son retour, nous retrouvons Diane dans son quartier de Yopougon-Niangon à Abidjan. Dans ce quartier, où le taux de chômage chez les jeunes semble élevé, la piste du départ n'est pas négligée, malgré ces témoignages et ces scènes d'horreur rapportées par ces migrants. Bon, il les comprend, mais c'est risqué aussi la vie. Sans il les comprend, il n'est pas obligé d'aller dans notre pays pour réussir. Ici, il y a même la richesse. On parle même de souffrir ailleurs. Ici, on peut souffrir pour s'en sortir. Pour Diane, pas question de reprendre ce chemin, même si elle sait qu'il lui sera difficile de se trouver une voie dans ce quartier pour répartir à zéro. Mais le défi semble réalisable au regard des efforts alloués par l'État du Côte d'Ivoire et l'Organisation internationale de la migration pour faciliter le retour de ces migrants dans leur famille. Il y a 2 ans, Daniel a été arrêté et menacé par des policiers alors qu'il marchait dans une rue de Lagos. La seule raison de son interpellation, son look efféminé. Relâché par la suite mais bouleversé par cette expérience, Daniel a choisi de changer ses habitudes pour passer inaperçu. J'étais flamboyant, mais après l'incident, j'ai juste fait quelques modifications et je me suis laissé pousser la barbe. J'adorais mon style androgyne. J'aime quand je marche et que les gens se demandent « c'est un garçon ou une fille ?» Mais maintenant, il n'y a plus de doute. Je suis juste un mec. Au Nigeria, l'homosexualité est un délit passible de 14 ans de prison depuis 3 ans. Une loi liberticide qui retranche les homosexuels dans la clandestinité. Les sites de rencontres spécialisés sont devenus le seul moyen de trouver un partenaire. Mais la police crée de faux profils, tout comme des arnaqueurs qui veulent faire chanter les homos. Pour déjouer les pièges, Walter a lancé un site gay où chacun s'échange des informations sur les personnes à éviter.
On encourage les gens. Quand ils traversent une épreuve, ils ont tendance à se replier sur eux-mêmes et à internaliser la douleur. Nous leur disons « Non, ne faites pas ça, racontez votre histoire. » C'est important pour les autres de savoir. Certains homosexuels ont décidé de quitter le pays pour éviter la justice et les pressions familiales et religieuses. Mais pour la majorité restée au Nigeria, il n'y a pas d'autre choix que de vivre avec les risques. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a des gays dans ce pays. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons que les gens sachent que nous existons. Nous sommes ici, nous sommes homos, et nous sommes là pour durer. En août 2017, plus de 80 personnes ont été interpellées, accusées d'avoir commis des actes homosexuels. Personne au Nigeria n'a jamais été officiellement condamné pour homosexualité, mais dans un pays où la justice est particulièrement corrompue, les associations dénoncent une loi qui encourage la corruption et l'extorsion. C'est l'heure du repas pour le plus célèbre résident de Sainte-Hélène. Jonathan la Tortue est une véritable institution sur la petite île de l'Atlantique. Originaire des Seychelles, les circonstances de son arrivée à Sainte-Hélène demeurent mystérieuses. C'était il y a plus d'1 siècle et aujourd'hui, Jonathan est sans doute le plus vieil animal terrestre de la planète. Nous pensons qu'il a entre 125 et 186 ans. Mais en fait, il pourrait être encore plus vieux parce qu'on calcule son âge à partir de son arrivée à Sainte-Hélène. Et tout dépend s'il est arrivé étant un jeune ou un vieil adulte. Dans ce cas, il pourrait même avoir 100 ans de plus. La seule vétérinaire de l'île est aux petits soins pour son patient VIP. Jonathan bénéficie d'un régime spécial à base de fruits et de légumes dont beaucoup sont importés par bateau. Le centenaire doit être patiemment nourri à la main. Il souffre de cataracte et il a perdu son odorat, même si son ouïe reste intacte. Il pourrait appartenir à une espèce très rare de tortue des Seychelles, mais nous n'en sommes pas sûrs. Nous faisons des tests génétiques en ce moment et une carte de son génome, donc on devrait bientôt en savoir plus. Malgré son grand âge, Jonathan continue à apprécier les ladies et à batifoler avec les tortues femelles géantes qui partagent son enclos. Lisa Phillips, le gouverneur de Sainte-Hélène, est aux premières loges pour observer les tortues qui s'accouplent bruyamment dans les jardins de sa résidence. Je l'ai déjà entendu dans son parc en train de passer du bon temps avec Emily. Je dois garder un œil sur lui quand ça arrive, car parfois les tortues peuvent tomber sur le dos dans ces moments-là. Donc je dois m'assurer que tout est fait dans un cadre protégé. Ce n'était pas dans la description de mon poste quand je suis devenue gouverneur. La presse locale surveille de près l'évolution de la santé de la vieille tortue. Tout est déjà prévu pour le jour où Jonathan tirera sa révérence. Sa nécrologie est déjà écrite et sa carapace sera conservée précieusement pour être étudiée puis exposée sur l'île de Sainte-Hélène. Ces plongeurs libanais ne sont pas venus admirer les merveilles de la Méditerranée. Armés de filets, ils ramassent les ordures qui s'entassent au fond de cette baie près de Beyrouth. Le Liban vit une crise des déchets depuis de nombreuses années que les autorités peinent à résoudre. Et la mer est souvent la destination finale de ces ordures en tout genre. On a organisé cet événement pour montrer comment les ordures affectent nos vies. On ne demande pas à tout le monde de venir plonger et ramasser des ordures. On veut que les gens réfléchissent chez eux à comment gérer leurs poubelles. Canettes, bouteilles en plastique et même pneus de voiture, la pêche a été fructueuse. Ce type d'initiative privée se multiplie au Liban face à l'absence d'une politique publique à long terme pour gérer les 6000 tonnes de déchets produits quotidiennement. Le gouvernement doit gérer 2 choses. D'abord, nous sommes en face d'une crise et il doit continuer à affronter cette crise. Mais en même temps, il doit commencer à réfléchir aux solutions durables de manière sérieuse, commencer à les mettre en place, même petit à petit. Par exemple, la question du tri et du recyclage à Beyrouth. Jusqu'à présent, on n'a pas commencé à le mettre en place de manière sérieuse. Dans l'arrière-pays, le secteur privé a, dans certains endroits, pris à son compte la gestion des ordures. Ce centre de tri récupère tous les déchets de la localité de Beit Meri, à une quinzaine de kilomètres de la capitale.
L'entreprise Cedar Environmental dispose de 8 centres comme celui-ci à travers le Liban, qui trient environ 80 tonnes de déchets par jour. Mais le recyclage ne représente que 15% du traitement des ordures du pays. Quand vous réunissez les ordures dans de grandes quantités, c'est impossible de les trier. Alors que quand vous les répartissez entre les régions et créez des usines, vous pouvez les trier et récupérer beaucoup de choses. À Beit Meri, nous avons réintroduit au moins 500 ou 600 tonnes de matières premières dans l'industrie locale. Le Liban pourrait revivre le même cauchemar qu'en 2015, quand les ordures avaient envahi les rues de Beyrouth après la fermeture de la principale décharge du pays. À Saïda, dans le sud, une montagne de déchets non traités a déjà fait son apparition sur la côte, dans l'enceinte d'une usine de recyclage. La municipalité s'est engagée à construire une nouvelle décharge prochainement. Sur les côtes des Cornouailles, près de Newquay, une nouvelle ville dans la ville est en train de voir le jour. Et son créateur n'est autre que le prince Charles, héritier du trône d'Angleterre et grand passionné d'architecture et d'environnement. Nous avons pour objectif de créer au moins un emploi par foyer. Et nous faisons en sorte de pouvoir se passer de la voiture. Nous voulons que les gens puissent tout faire à pied. Nous utilisons des technologies modernes pour les énergies renouvelables. Afin de réduire l'impact sur l'environnement, les maisons sont construites avec des matériaux extraits des carrières environnantes, comme l'ardoise et le granit. Et petit bonus pour les habitants, il n'est pas impossible que le prince Charles s'invite à l'heure du thé. J'ai jeté un coup d'œil dehors et je me suis dit, je suis sûr que c'est le prince Charles. Il est passé devant cette fenêtre. Puis il m'a serré la main et m'a dit, depuis combien de temps vivez-vous ici? Qu'en pensez-vous? Les concepteurs de Nans-Ledan espèrent passer de 137 à plus de 4000 foyers d'ici 40 ans. La ville devrait aussi se doter d'une école, de commerce et de restaurants. Très dépendante de la saison touristique, Newquay compte bien fidéliser cette nouvelle population à l'année. Pendant l'hiver, il y avait vraiment une baisse de notre activité. Il fallait épargner nos recettes de l'été pour l'hiver, alors que maintenant, nous sommes vraiment stables tout au long de l'année. C'est bien mieux pour moi. Seule ombre au tableau, de nombreuses maisons sont actuellement évaluées à plus de 340 000 €. Un prix trop élevé pour les acheteurs du comté de Cornouailles, le plus pauvre d'Angleterre. Pourtant, le prince Charles souhaite que 30% des habitations de Nans-Ledan soient des logements sociaux ou abordables. Les habitants devront donc patienter avant de voir si ce projet royal se transforme en réalité économique. Cette vallée industrielle abrite un cimetière invisible à l'œil nu. En 2008, 325 dépouilles d'anciens esclaves ont été mises à jour lors de la construction d'une route pour l'aéroport. Après l'abolition du commerce des esclaves en 1807, les Anglais interceptent au large de Sainte-Hélène les bateaux des trafiquants en route pour les Amériques. 25 000 esclaves libérés sont débarqués sur la petite île, quasiment livrés à eux-mêmes. Des milliers d'entre eux meurent rapidement et sont enterrés ici. Vous pouvez encore voir les traces des travaux archéologiques, là où il y avait les tombes. Depuis près de 10 ans, les ossements sont stockés dans une salle anonyme attenante à la prison de Jamestown. Seul un petit mot punaisé sur la porte rappelle leur histoire dramatique. Chaque semaine, Anina vient se recueillir devant la porte cadenassée. Avec un petit groupe de citoyens, elle se bat pour leur offrir une vraie sépulture. À cause des travaux de l'aéroport, nous avons trouvé ces restes humains. Nous avons découvert une part de notre histoire que l'on pensait pouvoir oublier. Et nous voulons que les gens s'en souviennent. Mais si les os ont été stockés pendant une décennie, c'est parce que ça n'a jamais été une priorité. L'aéroport est la priorité depuis longtemps. La direction de l'aéroport est en charge de ces ossements. Ses responsables défendent le choix de les entreposer temporairement dans la salle en pierre. C'est un vieux bâtiment en pierre, avec des murs très épais, qui permettent de contrôler naturellement l'atmosphère, au lieu de mettre en place un système d'air conditionné qui coûterait très cher.
La découverte de ces sépultures a réveillé le passé de Sainte-Hélène, situé au carrefour de la traite des esclaves. Dans son magasin de bijoux, Giselle Richards s'inspire des perles retrouvées lors des fouilles pour honorer la mémoire des anciens esclaves morts sur l'île. Nous apprenons l'histoire de Napoléon en détail. Nous apprenons aussi beaucoup de choses sur l'histoire des beurs à Sainte-Hélène. Mais au sujet de l'histoire des esclaves, nous n'avons reçu presque aucune information. Les autorités de Sainte-Hélène viennent de mandater un petit groupe d'experts locaux chargés de proposer une sépulture finale pour les dépouilles des Africains libérés.